Bonjour et bienvenue dans ce cours du chapitre 15, avant-dernier chapitre du programme sur le plan de financement. Alors ça va être assez proche de ce qu'on avait étudié sur le budget de trésorerie, seulement ça va être un cas un petit peu différent, ça va être justement du point de vue financement, investissement et financement, mais on aura toujours le principe de trésorerie de départ, trésorerie d'arrivée. Alors au sommaire, d'abord on verra la définition, qu'est-ce que le plan pluriannuel de financement, c'est le nom complet du plan de financement. Sa présentation, ses trois grandes fonctions, sa construction et ensuite un dernier point sur comment choisir son mode de financement. Alors pour commencer, qu'est-ce que le plan pluriannuel de financement? Alors c'est un tableau synthétique qui a pour objectif de mettre en parallèle l'ensemble des ressources financières dont pourra disposer l'entreprise et ses besoins de financement, donc les ressources et les besoins. Il peut être établi à un moment précis ou alors de façon prévisionnelle. Il n'y a pas vraiment de modèle type, c'est ça qui est bien. C'est aussi l'outil essentiel pour apprécier la cohérence financière de la stratégie de l'organisation. Une fois la décision d'investissement prise et les modes de financement choisis, l'organisation doit vérifier qu'il y ait bien un équilibre global sur la durée. Dans le cas d'un plan prévisionnel, il va falloir analyser les écarts entre les besoins et les ressources pour pouvoir déterminer si on va réaliser ou non notre projet. Donc soit on le met directement en route, soit on va l'ajuster. Ensuite, la présentation du plan de financement. Vous voyez, ça va assez vite. Alors, le plan de financement, donc, c'est un document prévisionnel pluriannuel, ça on l'a dit avant. Il est établi pour une durée de 3 à 5 ans en moyenne. Il présente l'ensemble des ressources durables et des emplois stables de l'organisation. Vu que c'est un document prévisionnel, il va falloir formuler des hypothèses d'activité, donc il va y avoir de l'incertitude. Au niveau des emplois stables, on va prendre en compte en priorité les acquisitions d'immobilisation, donc les investissements, et les remboursements d'emprunts. Ensuite, au niveau des ressources durables, on aura par exemple notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire l'excédent de trésorerie que l'activité réalise, les augmentations de capital qu'on réalise, les emprunts bancaires, etc. Troisième point, les trois fonctions du plan de financement. Alors les voilà. Première fonction, le contrôle de la mise en œuvre de la stratégie de l'organisation. Donc à partir des objectifs qu'on s'est fait, des objectifs d'investissement, on prévoit des moyens de le financer et donc c'est satisfaisant si on peut réaliser une trésorerie suffisante à la fin de la période. Deuxième fonction, la négociation des emprunts bancaires. À chaque fois qu'on ouvre un crédit à moyen et long terme auprès d'une banque, il va falloir faire un plan de financement pour pouvoir permettre à la banque d'évaluer le risque de non-remboursement. Donc vous faites en sorte d'avoir un plan de financement qui soit correct. Et enfin, la prévention des difficultés de l'organisation. Le plan de financement est imposé aux grandes structures, les sociétés, les grosses assos, les fondations, les collectivités, qui le transmettent aux commissaires aux comptes, aux comités d'entreprise et aux organes de surveillance. Ça permet à l'organisation de prévenir les difficultés. Quatrième point, la construction du plan de financement. Alors, pour réaliser le plan de financement, ça se réalise en deux étapes. Une première étape où on ne prend pas en compte du financement externe, c'est-à-dire on prend uniquement en compte ce qui est à l'intérieur de l'entreprise. Ça permet de mettre en évidence voilà, les éventuels déséquilibres et donc de déterminer si on va avoir des besoins de financement à long terme. Deuxième étape, on met en place le plan de financement définitif qui contient les financements externes qu'on a réussi à déterminer grâce à la première étape qui montrait justement nos besoins. Voilà un petit peu à quoi peut ressembler un plan de financement. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de forme fixée par une règle. On a donc d'abord les besoins avec les acquisitions d'IMO, l'augmentation du BFR, ça c'est un point qui est important, qui tombe assez régulièrement si vous avez un plan de financement à faire. C'est expliqué en dessous. Le BFR, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement, c'est le besoin de financement qui résulte des décalages dans le temps entre les décaissements et les encaissements générés par l'activité courante. Donc pour calculer, vous faites actifs circulants hors trésorerie moins dettes circulantes, c'est-à-dire sans prendre en compte les dettes d'emprunt. Mais en gros, tout simplement, dites-vous que quand vous avez une activité normale, vos clients vous payent, avec l'argent de ces clients, vous payez vos fournisseurs. Seulement, il y a des décalages la plupart du temps. Les clients ne vous payent pas forcément à temps pour que vous puissiez payer tous vos fournisseurs. Et donc, ce décalage, ça forme le BFR. Ensuite, distribution de dividendes, donc si vous distribuez des dividendes. Les loyers de crédit bail si vous en avez. Remboursement d'emprunt, ça je vous avais dit que c'était un des points importants. Et au niveau des ressources,
la capacité d'autofinancement, la cession d'IMO, l'augmentation de capital, les subventions, les économies d'impôts, les emprunts, etc. Après, vous faites une différence entre ressources et emplois, et donc après, vous avez votre écart. Donc la différence entre les gains, donc les ressources que vous obtenez, et les besoins, l'argent que vous allez devoir dépenser. J'attire juste votre attention sur le point du BFR, on vous dit bien augmentation du BFR. Donc ça veut dire que si, imaginons, dans l'année 1, vous êtes à 10 000 de BFR et dans l'année 2, vous êtes à 15 000, vous ne mettez pas 10 000 en 1 et 15 000 en 2. En 2, vous allez mettre 5 000. Et si on vous dit qu'avant, il n'y avait aucun BFR, là, en année 1, vous allez mettre 10 000. Mais c'est uniquement la différence entre les deux années qu'il va falloir faire, son augmentation uniquement. Ensuite, l'élaboration du plan de financement prévisionnel nécessite aussi l'établissement préalable du compte de résultat prévisionnel, ne serait-ce que pour calculer la CAF, la capacité d'autofinancement. Mais il est aussi possible à partir du plan de financement d'établir des bilans prévisionnels simplifiés. Donc en mettant juste à l'actif les immobilisations nettes, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie, au passif vous mettez le capital, les réserves, les dettes et la trésorerie négative si elle est négative. Dites-vous bien, hein, c'est assez rare d'avoir trésorerie positive et négative, sauf si vous avez plusieurs comptes en banque, que certains sont positifs et que d'autres sont négatifs. Voilà, c'est la seule possibilité qu'on puisse avoir. Cinquième point, comment choisir son mode de financement? Alors, une fois les sources de financement répertoriées et analysées, il faut faire un choix. Les critères de choix sont multiples, le coût du financement en est un. Le calcul de ratio peut ainsi aider à la prise de décision. Le dirigeant prendra appui sur l'évaluation des risques et l'analyse coût face à avantage. Donc déjà au niveau des contraintes. Quand on choisit son mode de financement, les contraintes qu'on peut avoir, c'est déjà le respect de l'équilibre financier, c'est-à-dire ne pas trop s'endetter. Donc pour ça, vous avez le ratio d'endettement, donc dette financière divisée par total actif. Ça vous donne un pourcentage. Plus le pourcentage est élevé, plus vous êtes endetté et plus vous êtes déséquilibré financièrement. Ensuite, vous avez l'autonomie financière. Donc l'autonomie financière, alors je ne l'ai pas écrit sur le diapo, je devrais, donc je vous le dis bien clairement. L'autonomie financière, vous devez faire votre endettement divisé par vos capitaux propres. Endettement divisé par capitaux propres. Et ça vous donne justement votre autonomie par rapport à la banque, si vous êtes plus ou moins dépendant de la banque. Pas de crédit sans autofinancement. Les banques ne prêtent pas la totalité des investissements, c'est un petit peu utopique. Il faut toujours que l'entreprise donne déjà un apport personnel. La plupart du temps, c'est à peu près 30%. Donc il faut au moins que vous soyez capable de financer vous-même 30% de votre investissement pour que la banque accepte de vous financer le reste. Et enfin, la charge de remboursement, l'organisation doit vérifier sa capacité annuelle à faire face aux charges de loyer en cas de crédit bail ou aux charges d'intérêt en cas d'emprunt. Il peut s'avérer nécessaire de les intégrer dans un plan de trésorerie pour mesurer les effets. Le plan de trésorerie, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, le gros chapitre. Donc voilà un petit exemple. Donc je vous avais mis le ratio d'endettement juste avant. Je vous ai mis un petit exemple de plan de financement. On est dans l'ESAT Envie 2 Lorraine, qui est un acteur principal du traitement des déchets, équipements électriques et électroniques. Donc ces sites d'exploitation sont à Helcourt, Pompey, Forbach, Marly, Bar-le-Duc, etc. 90 salariés, chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. Et voilà son projet. L'ESAT souhaite rénover une partie des installations de son site d'Helcourt pour les rendre plus performantes. Cet investissement se monterait à 100 000 euros. Première information. La CAF s'élève à 20 000 euros. Deuxième information. Le développement de l'activité occasionnera une hausse de BFR de 10 000 euros. Troisième information. La trésorerie est de 15 000 avant cet investissement et un prêt de 60 000 euros sera demandé à la Banque Populaire. Le complément sera autofinancé. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble votre plan de financement. On vous avait dit que la trésorerie est de 15 000 avant cet investissement. Vous l'avez donc ici. Votre investissement vous coûte 100 000. On vous dit que c'est le développement de l'activité qui occasionnera une hausse du BFR de 10 000. Donc ce sera que après l'investissement, donc ce sera à partir de l'année suivante. On vous dit que la CAF est de 20 000. Si on ne vous dit rien d'autre, vous considérez que c'est 20 000 tous les ans. Vous réalisez un emprunt, donc ce sera la première année. Donc vous avez toutes ces informations dans le tableau. Vous voyez que l'année d'investissement, vous avez 100 000 de besoins, 80 000 de ressources, donc 20 000 d'écart. 15 000 moins 20 000, ça fait 5 000. Ces 5 000, vous les reportez au début de l'année 1.
vous savez que votre BFR va augmenter de 10 000. Ensuite, votre CAF, elle, toujours de 20 000. Donc ça fait que maintenant, vous avez 10 000 de besoins et 20 000 de ressources. Donc plus 10 000 d'écart, ce qui fait que vous passez de moins 5 000 à plus 5 000. Que vous renvoyez au début de l'année suivante, toujours cette hausse de BFR de 10 000, toujours une CAF de 20 000, donc encore 10 000 d'écart. Et donc votre trésorerie finale passe à 15 000. Voilà un petit peu pour le plan de financement. Alors, en résumé, l'ESAT a un plan de financement légèrement déséquilibré la première année. L'autofinancement est donc trop important par rapport à la capacité de l'ESAT. Il faudra sans doute envisager un apport des associés ou une demande de subvention ou un emprunt plus important. Voilà, ne serait-ce que demander un tout petit peu plus, 20 000 de plus, ça suffirait pour pouvoir avoir un plan de financement qui soit équilibré. J'ai dit 20 000 parce qu'on a 100 000 de besoins et 80 000 de ressources. Avoir plus de ressources que de besoins, c'est pas grave, c'est même mieux. Par contre, avoir plus de besoins que de ressources, là, c'est problématique. Donc là, il faut trouver une autre source de financement. Néanmoins, le solde devient positif dès l'année suivante et ne cesse de s'accroître. La raison est que la rentabilité dégagée par l'ESAT, donc sa CAF, est suffisante pour combler l'augmentation du BFR. L'ESAT aurait peut-être pu envisager un crédit bail pour certains biens, ça, c'est pas trop important. Remarque, le plan de financement met en évidence les besoins de capitaux liés à l'achat d'une immobilisation, mais il identifie également les besoins financiers ultérieurs, donc par exemple le développement du BFR. Donc voilà, ici on prend vraiment tout en compte. On prend en compte le fait qu'il faut acheter l'IMO, mais on prend aussi en compte le fait que notre activité va se développer, et donc notre BFR aussi va se développer, notre besoin en fonds de roulement. Voilà, on a fait le tour pour ce chapitre. Je vous avais dit qu'il allait être beaucoup moins long que les chapitres précédents. Dans une autre vidéo qui va arriver, je pense en même temps, je vous expliquerai comment réaliser l'application de ce chapitre. Il n'y en a qu'une seule, donc je vais vous faire un corrigé en direct en vidéo. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.